Bonjour à tous, merci de nous avoir attendus. On a des petits problèmes techniques en régie. Madame Lambert essaie de se connecter. On a des petits problèmes de son, mais on va essayer de régler ça en cours de route. En attendant, je suis avec Monsieur Mathieu Courgeot, président de la plateforme Pour une autre PAC. Et donc, nous allons clôturer cette journée, cette première journée des 24 heures du climat, avec normalement un débat. On espère que Madame Lambert pourra nous rejoindre. Sur la réforme de la politique agricole commune, est-elle une avancée pour le climat? Donc, on est censé avoir d'abord une petite vingtaine de minutes de débat et ensuite une vingtaine de minutes également de questions-réponses. Encore une fois, on va voir si Madame Lambert arrive à se connecter. En attendant, quelques éléments de contexte un petit peu pour cadrer ce débat. Si vous avez suivi les tables rondes précédentes, vous avez eu un certain nombre de chiffres sur les liens entre agriculture et climat. Je ne vais pas tout vous rappeler. Peut-être simplement redire que l'agriculture représente 19% des émissions de gaz à effet de serre françaises et que dans le cadre du rehaussement global de l'ambition climatique des politiques européennes, le secteur des terres, donc sol, agriculture et forêt, aura l'objectif d'être neutre dès 2035, donc c'est un objectif très ambitieux. Et pour cela, on peut accompagner les agriculteurs, notamment avec la PAC au niveau européen. Et donc la PAC, c'est à peu près 9 milliards d'euros par an qui sont attribués à la France. Et donc on va s'intéresser à la réforme qui a tout juste abouti, qui sera mise en œuvre à partir de 2023. Et donc en lien avec le climat, il y a notamment une nouvelle architecture verte, donc un nouvel outil qui a fait son apparition dans le premier pilier de la PAC, l'éco-dispositif. Et puis les conditionnalités de la PAC qui sont renforcées puisque les critères du paiement vert y sont intégrés. Ce que je vous propose peut-être, Monsieur Courgeot, c'est de présenter dans un premier temps la plateforme Pour une autre PAC. On en saura un petit peu plus et puis on espère que Madame Lambert va arriver et pouvoir nous rejoindre. Je vous laisse la parole. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Mathieu Courgeot. Alors, moi, je suis éleveur en Vendée. Voilà, donc sur une ferme de polyculture élevage. La plateforme Pour une autre PAC, donc c'est une plateforme qui regroupe 45 organisations qui viennent d'horizons divers. Donc, il y a des organisations agricoles. On va plutôt classer dans les progressistes, on va dire, la Fédération nationale de l'agriculture biologique, par exemple, la Confédération paysanne, les CIVAM, etc., qui travaillent maintenant avec des organisations de la société civile, donc les organisations environnementales et de bien-être animal. Voilà, le Réseau Action Climat qui organise ces 24 heures en fait partie, bien évidemment, des organisations de solidarité internationale, puisque le lien entre l'agriculture qu'on pratique en Europe et les conséquences sur les pays du Sud est extrêmement importante à nos yeux. Donc, on a souhaité travailler tous ensemble. Et enfin, bien sûr, les organisations de citoyens consommateurs qui vont, par exemple, des AMAP jusqu'à le Secours catholique, plutôt sur un angle précarité alimentaire. Voilà, donc nous travaillons sur la PAC, spécifiquement sur la PAC depuis plusieurs années maintenant, à travers différentes mesures, du plaidoyer, du travail commun, puisque vous vous en doutez bien qu'entre toutes nos 45 organisations, donc cette alliance entre les organisations agricoles et les organisations de la société civile, et ben voilà, ça prend du temps pour se mettre d'accord, mais je crois que c'est vraiment fondateur ce moment-là où on arrive entre organisations agricoles et organisations de la société civile à travailler ensemble pour construire demain avec une PAC qu'on espère vraiment à la hauteur des enjeux, notamment climatiques. Merci pour cette description. Et donc effectivement, une organisation assez polymorphe, mais est-ce que ça n'a pas empêché de présenter des recommandations très détaillées? La plateforme a un site internet, toutes ces propositions sont détaillées. Il y a un certain nombre d'arbitrages pour la réforme de la PAC qui ont déjà été faits au niveau européen. Mais une nouvelle spécificité de la réforme, c'est aussi les plans stratégiques nationaux. Donc pour le dire simplement, l'Union européenne fixe des objectifs, et notamment climatiques, et puis donne une boîte à outils dans laquelle les États se servent et mobilisent les outils qu'ils souhaitent pour atteindre les objectifs fixés par l'Union européenne. Et donc, c'est dans le cadre du plan stratégique national que sont décrits les outils à mobiliser. Il reste donc un certain nombre d'arbitrages à effectuer au niveau national et par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Parmi les propositions que vous avez faites, il y en a un certain nombre qui ne figurent pas jusqu'à maintenant dans la réforme actuelle.
Qu'est-ce qui manque selon vous dans l'état actuel des choses à cette réforme de la PAC pour vraiment accompagner les agriculteurs dans l'atteinte de ces objectifs climatiques européens qui sont très ambitieux, on l'a dit? Eh ben, beaucoup de choses en fait, hein, beaucoup de choses. Enfin, d'abord, le constat qu'on peut faire, hein, c'est que l'agriculture globalement n'est pas sur la bonne voie climatique. J'ai envie de dire, donc ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le rapport du Haut Conseil pour le climat, où effectivement on constate une stagnation des émissions de la part du secteur agricole en France, mais aussi en Europe. Donc voilà, donc il y a ce contexte-là qu'il faut traiter, qu'il faut affronter. Et en fait, on sait que la PAC est une politique extrêmement structurante pour l'agriculture. Et la réponse qu'a donné le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, au cours de ses arbitrages là, à la fin du printemps dernier, c'est un message de stabilité. C'est-à-dire qu'on ne change pas les règles du jeu, ou on change très peu les règles du jeu pour la PAC entre 2023 et 2027. Et donc, nous, la question qu'on pose, c'est de dire, mais comment est-ce qu'on espère atteindre les objectifs climatiques dont vous avez rappelé, que vous avez rappelé, sans changer de manière profonde la politique agricole commune. Et notre crainte, c'est vraiment qu'on n'y arrive pas. Voilà, alors après, il y a différents outils, qu'on aurait souhaité beaucoup plus être mis en avant, notamment, en fait, nous, le constat qu'on fait, c'est qu'on ne donne pas suffisamment les moyens aux agriculteurs de faire évoluer leurs pratiques. On avait des attentes extrêmement fortes sur des mesures qui s'appellent les mesures agro-environnementales et climatiques, qui permettent vraiment d'accompagner les agriculteurs sur plusieurs années, avec des programmes qui sont progressifs, mais qui restent quand même suffisamment ambitieux. Et donc, on souhaitait vraiment que ce type de programme, les MAEC, les mesures agro-environnementales et climatiques, puissent être mises au cœur de la PAC pour justement engager cette transition de l'agriculture et encourager les agriculteurs, accompagner, y compris financièrement. Et c'est vrai que ça n'a pas été le cas, hein. Clairement, le budget, il a plutôt même diminué, alors qu'on aurait attendu une augmentation très forte. Voilà, si je dois citer qu'un exemple, c'est celui-là. Parfait, merci pour ces premiers éléments. Je vois Madame Lambert qui semble connectée, je ne sais pas si elle nous entend. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Je vous propose de continuer encore un instant pendant que Madame Lambert finit de régler tous ces outils. Peut-être pour revenir là-dessus, moi, il me semble qu'en matière climatique, l'agriculture a vraiment trois défis principaux, hein. La réduction des émissions, voilà, je l'ai dit tout à l'heure. Le deuxième, c'est vraiment le stockage du carbone, puisque l'agriculture a quand même cette spécificité de pouvoir stocker du carbone, notamment dans les prairies permanentes, mais aussi dans les haies, dans les forêts, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important qui est à encourager. Et le troisième défi, c'est vraiment l'adaptation au changement climatique, hein, puisqu'on sait que le secteur agricole, voilà, nous, agriculteurs, on est touchés déjà par le changement climatique. Ça va être de plus en plus le cas dans les années à venir. Donc, il faut vraiment avoir une politique d'incitation, d'adaptation des systèmes agricoles au changement climatique. Et c'est vrai que sur ces trois points-là, il nous semble vraiment que la réforme de la PAC proposée par Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture, passe vraiment à côté. Donc ça, c'est extrêmement dommageable. On espère qu'on va pouvoir inverser un peu la tendance, bon, même si les arbitrages sont donnés aujourd'hui. Mais en tout cas, on fait vraiment ce constat-là qui est assez malheureux. Effectivement, atténuation et adaptation toujours à mener de front et la politique agricole commune, donc, si je résume un peu vos mots, qui ne satisfait ni l'un ni l'autre de ces objectifs. Ce que je peux vous proposer peut-être, c'est de réagir. Il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites au cours des tables rondes précédentes sur ce que pourrait être la politique agricole commune et comment elle pourrait accompagner les agriculteurs. On avait notamment des propositions de France Stratégie sur le fait de baser non plus les aides de la PAC à l'hectare, mais à l'actif agricole, ce qui faciliterait le développement de modèles agricoles différents. Est-ce que ça fait partie, par exemple, des solutions sur lesquelles la plateforme pour notre PAC s'est positionnée? Oui, complètement. Alors effectivement, en fait, la majorité des aides de la PAC aujourd'hui sont attribuées en fonction de la surface. C'est-à-dire que plus
alors la PAC, c'est un dispositif très complexe, il y a plein d'outils différents, mais enfin, bon, la grande majorité des aides de la PAC, et ce sera encore le cas dans la prochaine programmation, c'est en fonction de la surface. Donc, plus une ferme a de surface, plus une ferme a d'hectares, ce qui en soi est un des critères les plus stupides qui soit. Alors, certes, ça peut paraître simple, mais en fait, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, nous, la revendication qu'on avait, c'était vraiment que les aides de la PAC soient attribuées en fonction de ce qui compte, en fait. Et qu'est-ce qui compte demain? C'est effectivement les actifs, donc le renouvellement des générations d'agriculture, puisqu'on sait que c'est un vrai souci, et la transition agroécologique. Et en fait, les deux choses sont liées. Nous, ce qu'on s'évertue à dire, c'est vraiment ça, c'est que les deux sont liés. C'est-à-dire qu'on aura du mal à faire une transition agroécologique si on n'a pas des agriculteurs qui sont nombreux dans les campagnes. Donc là, c'est ce message-là qu'on a souhaité porter très fort. Donc effectivement, la proposition de France Stratégie, elle est quand même très, très intéressante. Mais malheureusement, on n'a pas été suffisamment dans cette voie-là. Peut-être un autre élément important en lien avec justement l'installation des jeunes agriculteurs, et puis c'est quelque chose qui n'est pas géré dans le cadre de la PAC, qui se gère à l'extérieur, c'est la politique foncière qui est très importante pour permettre à des jeunes agriculteurs de s'installer. Est-ce que sur ce point, encore une fois, la plateforme pour notre PAC a des recommandations particulières? Bon, je ne vous ferai pas face à beaucoup de contradictions, puisque ce n'est pas mon rôle tant que Madame Lambert n'est pas arrivée, mais je pense que c'est intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus. Oui, alors c'est bien dommage d'ailleurs. Non, alors nous, on travaille spécifiquement sur la PAC, donc pas directement sur le foncier, mais évidemment, vous avez raison que le foncier, voilà, l'agriculture, on voit bien l'aspect systémique que peut avoir l'agriculture, et donc effectivement que la politique foncière, elle est aussi extrêmement importante en termes de renouvellement des générations. Mais effectivement, je crois que la PAC, elle aurait dû beaucoup mieux accompagner l'évolution des systèmes et pour prendre en compte effectivement ces problématiques climatiques, mais pas que, aussi les problématiques de biodiversité. On sait que c'est un souci des déclins de la biodiversité, sur le renouvellement des générations, sur les impacts sur les pays du Sud. Donc vraiment, nous, on reste vraiment sur notre fin sur cette réforme de la PAC. Et voilà, c'est bien dommage. C'est vraiment bien dommage. Effectivement. C'est vrai que de manière générale, sur les enjeux climatiques et agricoles, on peut avoir une opposition entre professions du secteur et puis d'un côté les ONG et organisations environnementales de l'autre. Vous, dans la plateforme pour notre PAC, vous avez réussi à mêler ce type d'organisation, mais on peut aussi noter dernièrement la publication d'un rapport conjoint entre Interbev, donc l'interprofession des bovins, et la Fondation Nicolas Hulot, qui ont réussi à trouver un terrain commun sur ce sujet des clauses miroirs, et donc de dire que des produits qui n'ont pas les standards de production européens, que ce soit en matière environnementale, climatique ou bien-être des animaux par exemple, ne puissent pas entrer sur le territoire européen parce que c'est une concurrence déloyale. Oui. Est-ce que vous vous alignez exactement vous aussi avec ce genre de... Ah, Madame Lambert, on vous entend, oui. Ah, alléluia. Bienvenue, vous êtes en direct. Bienvenue avec nous à cette dernière J'ai session des 24 heures du climat. Mais j'ai tout entendu. Hein. Vous avez tout entendu, Oui, parfait. j'ai tout entendu. Donc, je vais pouvoir prendre en route. Pardon. Très bien. Eh bien, à ce moment-là, je vous propose de prendre la parole. La semaine dernière, la FNSEA a lancé son congrès annuel. Vous y avez notamment discuté climat, et donc évidemment de la PAC aussi. Est-ce que la PAC vous semble armée pour aujourd'hui accompagner les agriculteurs dans leur transition pour atteindre les objectifs climatiques fixés par l'Union européenne? Merci. Mille excuses pour le retard pour rejoindre. La politique agricole commune qui va démarrer en 2023 a verdi. Nous avions connu la conditionnalité en 2004, le verdissement en 2014. Aujourd'hui, nous avons les éco-régimes. Le verdissement est considéré comme acquis. Nous avons les éco-régimes d'une part, c'est-à-dire qu'il est retiré 25% des aides aux agriculteurs qui doivent s'engager dans des mesures plus vertueuses pour pouvoir prétendre à ces aides à nouveau. Donc, c'est une conditionnalité renforcée. Et donc, les agriculteurs en agriculture biologique les auront directement. Les agriculteurs qui sont certifiés à haute valeur environnementale l'auront aussi. Et tous les autres agriculteurs devront montrer des efforts et des engagements allant dans le sens de meilleures pratiques. Donc, ça va dans le sens du climat. Quand on rajoute à cela, sur le deuxième pilier, une augmentation de 35% des crédits pour l'agriculture biologique, ça va également dans le sens de meilleures pratiques et de pratiques plus bénéfiques pour l'environnement.
les mesures agri-environnementales et climatiques, avec notamment la proposition de la PCA, des chambres d'agriculture, pour une mesure de transition, va aussi dans ce sens-là. Donc, il faut reconnaître que l'agriculture a baissé ses gaz à effet de serre de 8% depuis 18 ans. Ça veut dire qu'il y a déjà eu du travail de fait, mais qu'on va encore amplifier le sujet et les engagements. Alors, effectivement, certains disent que ce n'est pas assez. J'ai entendu ce que dit Monsieur Courgeot, et je crois qu'il faut reconnaître les efforts déjà faits. Il faut aussi considérer que ça doit être compatible avec l'économie des exploitations. Et je suis persuadée que toutes les pratiques qui sont mises en œuvre aujourd'hui, notamment avec l'agriculture de conservation des sols, la réimplantation de haies avec le plan haies dans le plan de relance, ça va aller vers des améliorations en matière de pratiques agricoles d'une part, de biodiversité et de climat. Nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet à la FNSE. Nous avons aussi défendu une mesure très importante qui est le maintien de l'indemnité de compensation de handicap naturel, l'aide à la montagne. Vous savez que en montagne, il y a beaucoup de prairies, de systèmes herbagés qui sont très bénéfiques, notamment pour la capture carbone. Nous savons aussi qu'avec les difficultés économiques de l'élevage, il y aurait un risque de perte de ces prairies, donc de perte de capture carbone. Là, en maintenant l'indemnité compensatrice de handicap à plus d'1,1 milliard, c'est un atout pour ces zones-là qui vont continuer à capter beaucoup. Donc, bien sûr, on aurait pu vouloir plus, mais déjà, et puis je vous le dis aussi, les agriculteurs en ce moment sont quand même inquiets de perdre 25% de leur soutien. Il va falloir aller les chercher. Donc, nous allons les accompagner pour que le maximum d'agriculture puisse vraiment rentrer dans ces dispositifs-là. On a aussi les dispositifs carbone des riz et biscarbone qui ont été mis en place dans mes associations spécialisées animales. On a aujourd'hui plus de 1500 agriculteurs qui ont fait des diagnostics carbone et qui se sont engagés à diminuer leurs émissions, notamment les émissions des bovins, qui aussi captent du carbone. Nous avons 650 000 tonnes de crédits captés aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous cherchons des gens qui cherchent des crédits carbone. Et j'ai dit la semaine dernière aux gens du MEDEF, vous émettez, nous captons, donc nous allons pouvoir vendre les crédits carbone agricoles et ça fera des revenus supplémentaires pour les agriculteurs jusqu'à 3 000, 4 000 euros par exploitation. Donc le climat, nous l'avons tous en tête. Et puis n'oublions pas quand même que l'un des principaux risques évoqués par le GIEC et le rapport du GIEC cet été a été la rupture des chaînes alimentaires. Si le climat s'aggrave et continue à réchauffer, ça sera la rupture des chaînes alimentaires. Donc, évidemment que la production d'alimentation est quelque chose d'essentiel. Et l'équation compliquée que nous avons aujourd'hui, c'est et la souveraineté, et la transition écologique, et la lutte contre le changement climatique. Merci pour ces premiers mots. Comme j'ai eu le temps déjà d'échanger un petit peu avec Monsieur Courgeot, je vais me permettre de rebondir directement avec vous. J'ai notamment abordé avec lui ce rapport conjoint sur les mesures miroirs pour avoir des standards de production élevés en Europe qui ne souffrent pas d'une concurrence déloyale avec des produits importés qui ne respectent pas les mêmes standards. Du côté de la plateforme pour notre PAC, c'était une mesure qui était soutenue. Est-ce que la FNSEA s'est positionnée aussi sur ce genre de propositions ? Dès novembre 2019, nous avions manifesté devant l'Assemblée nationale pour convaincre les députés de ne pas ratifier le CETA. Et nous avions dit à l'époque, n'importons pas l'alimentation que nous ne voulons pas chez nous. Aujourd'hui, la France et l'Europe ont des frontières passoires. Nous importons des centaines de tonnes, des milliers de tonnes de viande, de poulet, de bœuf qui ne respectent pas du tout le même standard, idem des biocarburants. C'est une concurrence déloyale. Et le ministre de l'Agriculture, la semaine dernière, devant notre congrès, a dit « J'ai 3 priorités pour la présidence française, c'est réciprocité, réciprocité, réciprocité ». Ce qui veut dire que les clauses miroirs sont essentielles. La FNSE a apporté l'article 44 dans la loi alimentation qui dit « Interdiction d'importer des produits animaux ou végétaux qui ne respectent pas les mêmes standards de production que ceux pratiqués en Europe ». Il faut trouver une concrétisation de l'article 44 au niveau européen. C'est au ministre français de le porter avec détermination. En tant que présidente du COPA, je rallie un certain nombre de pays qui auparavant n'étaient pas d'accord. Vous savez que les pays du Nord n'étaient pas d'accord, étaient plutôt eux pour une ouverture commerciale très forte. Ça change. Nous avons entendu Angela Merkel, dans le sillage de M. Macron, dire « Attention, nous ne signerons pas le Mercosur ». Les autres pays plus au nord, qui étaient également plus ouverts, sont en train de s'interroger fortement face à des distorsions très fortes. Donc oui, ces clauses miroirs sont indispensables. Si on ne veut pas assécher l'agriculture européenne, il faut que ce soit les mêmes règles qui soient imposées. Alors pour cela,
Il y a les clauses miroirs d'une part, mais il y a aussi le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, pour lequel, pour l'instant, l'agriculture n'est pas concernée, malheureusement, parce qu'il faut aussi que les produits agricoles, comme l'acier, comme le bois, puissent être sur la même ligne de départ. Donc, nous nous battons aussi pour ce sujet. Et puis, le dernier point de priorité, c'est les protéines. Nous avons besoin de protéines végétales. Nous importons trop de déforestation en important du soja pour nos animaux. C'est une des priorités européennes que nous avons portées. C'est également dans le plan de relance et ça a eu du succès. Nous souhaitons donc arrêter de voir baisser la sole colza. Le colza, c'est le meilleur restaurant pour les abeilles. Les apiculteurs se sont prononcés récemment en disant « Laissez-nous du colza, nous avons besoin de plus de colza ». Ça fait aussi des protéines pour les animaux. Dans mon élevage, c'est 100% tourteau de colza. On a totalement arrêté le tourteau de soja. Merci pour ces éléments. Ça me fait une transition toute trouvée sur un autre élément de la réforme de la PAC. On a vu que les aides couplées bovins avaient légèrement diminué. Je me tourne vers vous, Monsieur Courgeot. Est-ce que cette baisse d'aide, qui est due en partie à l'augmentation des aides par ailleurs sur les légumineuses et l'implantation de légumineuses, est-ce que ce type de transfert va dans le bon sens en accompagnant une fragilisation de ce système bovin, en développant les légumineuses, ou est-ce qu'au contraire, ça vous semble problématique ? Alors, je pense que là, derrière ça, il y a le sujet de la consommation de viande. Hein. Je pense que c'est pas un sujet qui est arrivé jusqu'à là dans le débat, mais je crois qu'il faut l'aborder, le sujet de la consommation de viande. Moi, je crois c'est souvent un sujet qui est traité de manière un peu rapide et avec beaucoup de raccourcis. Je crois qu'il y a vraiment deux éléments importants. Il y a un premier sur lequel je peux rejoindre Christiane Lambert, c'est le lien avec la politique commerciale. C'est-à-dire que on importe aujourd'hui beaucoup de viande qui est pas chère, qui est produite dans des conditions assez déplorables et quasiment sans limitation. Alors, c'est vrai aussi en intra-européen, hein, c'est pas vrai qu'aux frontières de l'Europe. Donc là, c'est vraiment un sujet aussi qu'il faut affronter sur les accords de libre-échange, effectivement, aussi avec les liens sur la déforestation importée, etc. Donc, il y a vraiment ce lien qui est à faire entre la consommation de viande et les politiques commerciales. Et après, en France, en Europe, je crois qu'on a un vrai sujet aussi de comment est-ce qu'on arrête l'industrialisation de l'élevage, hein, puisqu'on voit que c'est quand même une tendance qui est assez forte. On concentre beaucoup les élevages avec des animaux qui sortent des fois à pu, notamment en bovin lait, par exemple. Hein. Et ça, c'est un vrai sujet de comment est-ce qu'on arrive, et nous, on avait des espoirs très forts sur la PAC, d'ériger le modèle polyculture élevage en exemple, et vraiment avoir des ruminants qui pâturent énormément. Aujourd'hui, on sait qu'en Europe, en France, on a des progrès à faire là-dessus. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on aurait souhaité voir beaucoup plus accompagné par la PAC. Voilà, sur ce point-là. Et aussi, avec le lien sur le stockage des prairies, on sait que quand on concentre les animaux, quand on a de moins en moins de fermes avec des tailles d'élevage de plus en plus importantes, souvent on sait que les animaux restent plutôt à l'intérieur, qu'on enlève les prairies parce qu'il y a moins de pâturage. Donc là, on a un vrai sujet aussi de lien systémique aussi entre l'installation, entre les modèles qui sont encouragés sur la formation des agriculteurs, etc., et aussi les politiques commerciales, effectivement. Très bien. Et donc, Madame Lambert, on vous avait entendu également sur les aides ICHN, donc, qui permettent de conserver des prairies en montagne. On entend Monsieur Courgeot également évoquer le stockage de carbone dans les prairies. Même question, est-ce que cette légère diminution des aides couplées bovins vous semble problématique ? Il y a en parallèle proposé à l'élevage bovin le fait de pouvoir souscrire des programmes opérationnels. Vous savez qu'au niveau européen, les aides couplées sont attaquées. En France, les aides couplées sont maintenues depuis pas mal d'années. On sait aussi combien les distributeurs lorgnent sur ces aides pour les piquer et les prendre en disant de toute façon, ils ont des aides, on peut payer moins cher. Et certains d'entre eux ne se privent pas de le dire sur les grandes chaînes de télévision au journal de 20 heures. Donc, on a une nécessité de préparer l'avenir et quand même de faire en sorte d'accompagner ces agriculteurs. Les agriculteurs disent toujours nous préférons les prix plutôt que les primes. Tout le travail que nous avons engagé à la FNSEA pour la loi alimentation, la loi EGalim 2, qui vient d'être votée par les sénateurs, la commission mixte paritaire a lieu le 4 octobre. Nous espérons qu'elle sera opérationnelle pour les futures négociations, pour aller chercher les centimes en plus qui compenseront
ce que les agriculteurs vont perdre de 2, 3 à 10% selon les agriculteurs en aide bovine. Il y a eu une réorientation vers le secteur laitier qui malheureusement ne sera pas compensée à 100%, notamment pour les élevages de plaine, qui eux ont été plus contributeurs les fois précédentes. Et puis c'est assez, je trouve dommage que M. Courgeot polémique sur la question des tailles des troupeaux, parce qu'on est en France, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas en Russie, on n'est pas en République tchèque, on n'a pas des milliers d'animaux dans les élevages. La taille moyenne d'un cheptel laitier en France, c'est 62 vaches laitières. Est-ce que 62 vaches laitières, c'est une ferme industrielle? La réponse est bien évidemment non. Donc, méfions-nous aussi de ces arguments à la Yann Arthus Bertrand, qui photographie le monde vu du ciel et qui montre en même temps des élevages à l'herbe, les nôtres, mais aussi des élevages industriels avec des milliers d'animaux parqués. Ça, c'est en Amérique du Sud ou même en Amérique du Nord, en laissant croire aux Français que c'est ce qui se passe en France. C'est pas du tout le cas. Je vous le redis, taille moyenne, 62 vaches laitières. Et puis après, quand il y a des troupeaux à 200, 300 vaches, mais qu'il y a 3 agriculteurs qui travaillent dans cette ferme-là, où est le mal? L'élevage laitier est un élevage, et l'élevage en général d'ailleurs, est une production qui nécessite beaucoup de temps, y compris le week-end. Moi, je suis éleveuse de porc, on a du travail le samedi, le dimanche, dans l'élevage. Les jeunes aujourd'hui veulent des conditions de travail différentes, et je le comprends. Ils veulent des week-ends, donc ils s'installent plus en société. Enfin, il y a 2 ou 3 agriculteurs, il ne faut pas regarder que la taille du troupeau, il faut regarder le nombre d'agriculteurs qui travaillent dans cet élevage. Mais on n'a pas en France d'élevage dit industriel. Et donc, pendant qu'on est sur ce sujet du secteur de l'élevage, on sait que dans la SNBC, il y a des objectifs de réduction de la consommation de viande. On peut observer, comme vous le dites, notamment du fait de la difficulté du métier de l'éleveur, une perte d'attractivité de ce métier. Comment ces évolutions, donc aussi bien perte d'attractivité du secteur que baisse de la consommation programmée dans la stratégie nationale bas carbone, comment ça pourrait être accompagné selon vous? L'attractivité du métier, il faut déjà que le premier facteur d'attractivité, c'est quand les éleveurs sont bien rémunérés par rapport au temps passé. On passe beaucoup de temps en élevage, il faut s'occuper des animaux 24 heures sur 24 parce il peut toujours arriver quelque chose. Donc, avoir un revenu en phase avec le temps passé, c'est important. Un deuxième facteur d'activité, c'est l'amélioration des conditions de travail, donc la modernisation des bâtiments d'élevage, la simplification du travail, la robotisation d'un certain nombre de tâches, notamment le nettoyage, de plus en plus aussi la traite. 30% des jeunes qui s'installent en élevage laitier s'équipent d'un robot laitier, justement pour être moins dépendants de l'astreinte traite. Beaucoup s'installent en société. Donc ça, c'est très important pour améliorer cette attractivité sur ces critères-là et un certain nombre d'autres. Pour ce qui est de la consommation de la viande, vous savez, elle a déjà baissé de 10% sur les 10 dernières années. La France est un pays qui ne consomme pas trop de viande comme peuvent le faire l'Argentine ou les États-Unis. En Argentine, c'est 1 kilo de viande par semaine et par habitant. Nous, on est à moins de 370 grammes, donc on n'est pas sur des niveaux hyper élevés. La viande est nécessaire pour la santé, ce sont les nutritionnistes qui en parlent le mieux. Il y a de plus en plus de propositions de menus végétariens ou végétaliens dans les cantines. Il faut faire attention aussi parce que parfois c'est le seul menu où les enfants peuvent manger de la viande, notamment dans les foyers modestes. D'ailleurs, les prestataires envoient des notes aux parents en disant « Attention, aujourd'hui votre enfant n'a pas mangé de viande à la cantine, ça serait bien qu'il en mange ce soir. » Toutes les familles n'ont pas forcément le temps ou les moyens d'acheter ou de cuisiner de la viande. Donc, il ne faut pas que ce sujet soit polémique. Moi, je pense qu'il faut écouter les nutritionnistes, même d'ailleurs pour les femmes de plus de 50 ans, et j'en fais partie, c'est bien de manger de la viande pour l'équilibre alimentaire et pour sa santé. Mais après, ça dépend quelle viande on mange aussi. Donc, voilà, puis laissons les Français libres de faire le choix. Nous sommes un pays de tradition alimentaire. La viande fait partie de nos habitudes. Nous sommes des omnivores et je n'aime pas qu'on me dicte mon alimentation. Donc, il y a déjà une réduction en cours, n'en rajoutons pas. Très bien. Et en tout cas, une chose est certaine, la pire des choses, c'est la viande de synthèse. Donc, la viande in vitro, que certains veulent développer à grand renfort de publicité ou d'argent public d'ailleurs, ce qui se fait aux USA et que certains voudraient importer en France, je ne pense pas que ce soit plus sain pour l'environnement, pour la planète et notamment pour la santé. Quand on sait la composition de ces viandes in vitro,
au-delà du fait qu'au plan éthique, ça pose un certain nombre de problèmes, et puis que ferons-nous de nos prairies? Ni vous, ni moi, M. Bonvillin, ni moi-même, ne mangeons de l'herbe. Si, on mange de la salade, mais c'est tout. Un certain nombre de produits ligneux, les vaches, les herbivores le mangent, ont cette capacité d'ingestion, de digestion, de rumination qui permet de le transformer en protéines animales. C'est une qualité, c'est une usine de transformation en protéines animales comestibles et en plus agréables à manger, parce que sinon, que ferons-nous de nos prairies de montagne ou de plaine? Tout à fait, c'est entendu. Monsieur Courgeot, est-ce que sur ce point, vous souhaitez compléter les éléments de Madame Lambert, donc ces objectifs de réduction de la consommation et de quel modèle pour l'élevage? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Alors effectivement, moi ce que j'entends dire, c'est quand même que les nutritionnistes propose plutôt une diminution de la consommation de produits carnés et une augmentation de protéines végétales, par exemple. Alors après, moi, je ne suis pas nutritionniste non plus, hein. Mais effectivement, je crois qu'il y a une vraie victoire qu'on a pu obtenir dans cette PAC, c'est une augmentation des aides aux protéines végétales à l'alimentation humaine. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, nous, qu'on a poussé depuis plusieurs années maintenant et qui a été un peu reconnu dans la PAC. Donc ça, c'est plutôt positif. Effectivement, alors, c'est cette question de la réduction, en fait, elle est beaucoup portée à destination des individus. Et moi, je crois que c'est une question qui est quand même de l'ordre du débat de société et de l'ordre politique. Et donc, on rejoint aussi la question des modèles d'élevage et effectivement les importations de viande et comment est-ce qu'on arrive à remettre les bovins à l'herbe encore plus que ce qu'il y a aujourd'hui en France et en Europe. Donc, c'est vraiment ça qui est au cœur, je pense, du débat. Et puis aussi à raccourcir les circuits de commercialisation au maximum. On sait qu'on le fait un peu, on peut encore le faire beaucoup plus, à monter en gamme. Aujourd'hui, voilà, il y a une obligation de 20% de bio dans la restauration collective, 50% de produits de qualité, on va dire. Et ça, c'est vraiment des objectifs en termes de politique publique qui doivent être accompagnés, qui doivent être beaucoup plus encouragés et beaucoup plus développés. Et là-dedans, on verra que sans doute en termes de consommation de viande, de manger de meilleure qualité et un peu moins, au final, est-ce que c'est polémique de dire ça? Je ne crois pas. Je crois que ça peut faire consensus aussi au sein de la société. Donc j'entends notamment une position défendue également par le réseau Action Climat qu'on a pu entendre précédemment dans la journée, résumée un petit peu par la phrase « moins mais mieux », c'est-à-dire produire moins de façon plus extensive, mais de meilleure qualité, ce qui permet de conserver des prix décents pour les agriculteurs et un budget lissé pour les consommateurs, ce qui permet d'équilibrer les dépenses et les revenus pour les agriculteurs. Est-ce que ça fait partie également d'un modèle d'élevage qui vous semble envisageable, Madame Lambert, ou est-ce qu'une baisse de la production signifie forcément une baisse de revenus pour les agriculteurs qui serait donc problématique dans leur transition? Ce que je vois toutefois, c'est que aujourd'hui, il y a une baisse du troupeau allaitant. Dans certaines régions, c'est moins 4, moins 5% de bovins. C'est une production dans laquelle il y a une pyramide des âges qui est extrêmement décalée, avec beaucoup d'agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les années qui viennent. Donc, il y a un enjeu de renouvellement extrêmement important. Certains espaces ne peuvent être entretenus que par des herbivores, donc qu'ils soient des bovins, des ovins, des caprins, des équins qui consomment ces espaces-là. Donc, attention au dénigrement de la viande. La viande est nécessaire. Moins mais mieux, flexitarien, c'est ce que porte Interbev. C'est ce que Bruno Dufayet, le président de la FNB, a porté aussi, y compris en travaillant beaucoup sur Bœuf et Engagé, Label Rouge, qui sont des montées en gamme et des garanties pour les Français. Les Français ont redécouvert la viande pendant le confinement. Ils sont allés acheter la viande chez le boucher, chez leur boucher voisin et moins en grande surface. Ils ont mangé de la meilleure viande. Et pendant le confinement, la consommation de viande a augmenté. Donc, il y a tout ce qui se dit. Puis, il y a la réalité des Français qui aiment la viande. Donc, moi, je suis quelqu'un qui aime le respect des libertés. Dicter aux gens ce qu'ils doivent manger, non. Soutenir les protéines végétales, oui. Dans l'Ouest, nous avons créé, avec la Chambre d'agriculture, la FRSE, les jeunes agriculteurs, une association qui s'appelle LEGO, Légumineuses du Grand Ouest, pour justement que les légumineuses que certains veulent manger en remplacement de la viande soient des légumineuses françaises, aussi des lentilles, des pois, des févroles, bref, toutes ces graines qui peuvent être cultivées en France et non pas importées.
Je vois qu'elles sont de plus en plus présentées dans les supermarchés, dans les magasins. Et je vois aussi qu'à la carte de très nombreux restaurants, la viande et la viande de qualité est en bonne place. Puis, les jeunes préfèrent le haché. Eh bien, OK, banco pour le haché. Quand ils vont manger des hamburgers ou moins ils mangent de la viande et ils se font plaisir à manger de la viande. Donc, attention à ce que l'idéologie ne l'emporte pas non plus sur le plaisir de manger, la gastronomie. Aujourd'hui, on est capable de produire de la viande avec moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, bien sûr, il faut diminuer les gaz à effet de serre. Travaillons plutôt pour avoir moins d'émissions à partir de la production de viande, mais continuons à produire de la viande parce que sinon, certains espaces de biodiversité disparaîtront complètement du paysage français. Il y a place pour toutes les agricultures. On ne fait pas la même agriculture au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Nous avons en France plutôt des exploitations de polyculture élevage dans de très, très nombreuses régions. Ça présente énormément de vertus, y compris en termes d'économie circulaire, de fertilisation, puisqu'on évite ainsi d'acheter des engrais d'origine chimique et on peut fertiliser avec les déjections des animaux. Ça fait aussi partie des préconisations du GIEC et du Haut Conseil du climat. Donc, ne focalisons pas sur une seule des solutions, regardons une panoplie de solutions. Et puis, pour avoir suivi de très près les travaux de Carbone Dairy, c'est-à-dire les agriculteurs laitiers qui ont fait le diagnostic CAP2ER créé par l'Institut de l'élevage, ils diminuent de 6% leur gaz à effet de serre, ce qui est très important en l'espace de peu de temps. Et en plus, ça ne perturbe pas le revenu. Et juste un chiffre en matière laitière, entre 1990 et 2010, on a réduit de 23,5% les gaz à effet de serre émis pour 1 litre de lait produit. Plus de 20% de réduction en 20 ans, en 20 ans dans le secteur laitier. Donc, regardons combien les agriculteurs font des efforts, grâce notamment à tout ce que la recherche nous permet d'obtenir et d'avoir comme résultat. Et aujourd'hui, les agriculteurs sont dans des vraies démarches d'amélioration qualitative, très sensibilisés au sujet. Et c'est très important de les accompagner plutôt que de les démoraliser. Merci pour ces éléments. Donc, si je synthétise un petit peu, finalement, l'agriculture est sur deux murailles. Il faut continuer à accompagner les agriculteurs sur leur démarche et sur les efforts qu'ils réalisent déjà. On va s'acheminer tout doucement vers la fin de ce débat. On a commencé un petit peu en retard. On est déjà largement dépassé le premier horaire. Ce que je vous propose, Madame Lambert, puis ensuite Monsieur Courgeot, c'est de nous dire un dernier mot sur cette réforme de la PAC et sur ce que vous attendez des derniers arbitrages à venir. Et puis, on pourra conclure ce débat. Je vous laisse la parole, Madame Lambert, puis Monsieur Courgeot. C'est très important que l'on puisse dire à l'opinion publique que la nouvelle réforme de la politique agricole commune a pleinement intégré deux nécessités. La souveraineté alimentaire, c'est-à-dire produire en quantité. La PAC est une politique économique qui accompagne les agriculteurs pour produire, et qu'on puisse le faire aussi en faisant les transitions écologiques et climatiques dans nos exploitations. Par contre, nous ne réussirons pas si les Français sont les seuls à le faire. Donc, d'où l'importance de ce qu'apportait le ministre de Normandie. L'éco-régime doit s'appliquer à tous les pays européens. D'où l'importance aussi de la cohérence des politiques commerciales. Et malheureusement, ce n'est pas le cas, puisque la Commission continue à négocier des traités commerciaux pour ouvrir plus les frontières. Et ça, nous ne sommes pas d'accord. Et enfin, dans la stratégie Farm to Fork de la ferme à la table telle qu'elle est présentée, c'est aussi une capitulation de l'agriculture européenne qui veut réduire de façon drastique ses gaz à effet de serre et qui, pour le faire, produit moins 10 à moins 15% selon les secteurs, importe plus, fait baisser le revenu des agriculteurs et en important plus, elle importe 2/3 des gaz à effet de serre réduits en Europe. Donc, c'est une capitulation incompréhensible contre laquelle, en tant que présidente du COPA, je me suis battue fortement depuis le début août et la parution des premières études qui sont sorties. Dès la parution de Farm to Fork en mai de l'année dernière, nous avons dit attention, l'Europe capitule alors que les demandes alimentaires dans le monde augmentent, explosent et que certains pays comptent sur nous pour l'équilibre alimentaire mondial. Donc, ce qu'il faut, c'est surtout de la cohérence de l'ensemble des politiques publiques qui sont conduites. Plus de cohérence, très bien. Monsieur Courgeot, un dernier mot. Peut-être pour commencer au niveau national, nous, il nous semble que Mme Lambert s'est arrêtée en 2010 sur le chiffre du lait parce que depuis 2010, les émissions stagnent. Et en fait, on se rend compte qu'on n'est pas sur la stratégie, qu'on n'est pas sur l'évolution. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si, le chiffre n'est pas juste. Vous n'êtes pas arrêté en 2010?
Si, je me suis arrêtée en 2010 et ça continue à baisser depuis. Eh ben, je ne crois pas, moi, mais bon, peut-être on confrontera nos chiffres, il n'y a pas de souci, mais il me semble que la trajectoire climatique, en tout cas, avec les objectifs qui sont fixés par la stratégie nationale bas carbone, que ça, voilà, qu'il faut sans doute franchir un pas supplémentaire. Et donc, nous, le regret qu'on peut avoir, hein, c'est quand Julien Denormandie, en promouvant cette PAC de la stabilité, ne donne pas les moyens aux agriculteurs de vraiment confronter les changements de système, hein, puisque c'est bien de ça dont on parle, les changements de système qu'il faudrait mettre en avant. Donc ça, c'est au niveau national. Au niveau européen, effectivement, il y a des stratégies qui sont intéressantes. Là, on parle du Green Deal, on parle de Farm to Fork, qui effectivement ont des objectifs relativement ambitieux en termes de climat, en termes de pesticides, en termes de biodiversité, et à notre sens, qui sont plutôt à saluer. Après, ce qu'il faut bien avoir en tête, je pense, c'est aussi de dire, mais effectivement, la stratégie, enfin les études qui ont été faites sur l'impact de ces stratégies mentionnent des baisses de rendement, mais en fait, ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'en continuant avec les systèmes agricoles actuels, il y a aussi des baisses de rendement. Donc, en fait, il faut quand même faire évoluer nos systèmes agricoles aussi parce que les systèmes actuels ne vont pas fonctionner longtemps avec le dérèglement climatique et, entre autres, pour nos souverainetés alimentaires. Donc voilà, donc nous, la demande qu'on a par rapport notamment à la Commission européenne qui va évaluer les différentes programmations PAC des États membres, c'est vraiment justement de tirer tout le monde vers le haut pour atteindre ces objectifs Farm to Fork et Green Deal. Très bien. Eh bien, il me reste à vous remercier tous les deux et à remercier tous nos téléspectateurs. Et puis, les 24 heures du climat continuent demain. Bonne soirée à tous et à demain. Toutes mes excuses pour les problèmes techniques. C'est pas de souci. Bonne soirée.